pour nous avoir reçus et pour avoir bien voulu. Et vous, quand même, de choisir, c'est pas évident de choisir un éditeur, je dirais, petit éditeur, je dirais comme ça, qui on dit ça régional, on va appeler ça comme ça, parce qu'on est en France, il paraît. Enfin, pas vraiment, mais bon, c'est comme ça. Avec une diffusion peut-être pas nationale. Donc voilà, donc c'est aussi un pari que vous faites. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut continuer, je veux dire, à être présent partout, voilà, et à sillonner toutes les routes de la Catalogne pour faire connaître ce qu'on fait. Voilà. Et au-delà. On va traverser le Sals, on verra. Joseph a dit autant passage. Alors vous comprendrez que je ne montre pas trop, mais je suis un peu fébrile, donc pardonnez les erreurs et les bafouillages. L'île Petite. Chacun sait qu'à Banus de la Marende, la plage fut créée par Vénus, déesse de beauté qui, passant par la grève, s'étant arrêtée, s'assit là un instant ou une éternité, dans le temps pour les dieux d'une autre différent. Un clignement de Dieu pour eux dure un sol pour les hommes. C'est donc là qu'elle s'assit, et depuis lors, la plage y garde son empreinte, la marque de son océan galbé, divin et majestueux, que les femmes de chez nous s'efforcent d'imiter. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins peut-être, ou qu'on a oublié, c'est qu'assise là, Vénus, les yeux vers le levant, fut prise d'un chagrin immense et lancinant, un grand chagrin secret qui dura, on le sait. Les sanglots silencieux agitaient tout son corps et des larmes débordant de ses yeux lumineux glissaient de son visage sur ses seins généreux et plongeaient dans la mer, une à une, lentement. En ces temps-là, la Méditerranée avait une eau suave et douce. Chacun venait puiser et boire avec enchantement, mais depuis, la déesse en pleurant si longtemps a salé l'eau de mer pour l'éternité. Elle pleura donc, pleura, et pleura, et pleura. Ces gouttes de cristal, ces diamants merveilleux tombant de la déesse, se teintaient au passage de l'azur limpide du ciel d'été, du scintillant éclat de la Méditerranée, si bien qu'en un instant, le sol au fond des eaux fut jonché d'un trésor d'émeraude et turquoise. Et bientôt, émergeant des flots bleus d'entre les cuisses rondes de la déesse émue, un tas de pierreries s'amoncela, grandit, et grandit peu à peu, formant une colline, une montagne, puis une île. Soudain, le vent fraîchit, la mer grossit, le ciel pâlit. Vénus se ressaisit, apercevant alors le tas de pierres. La déesse de beauté en fut d'abord ravie, charmée, réconfortée. Puis, tournant les yeux vers le soleil couchant, considérant les toits parsemant la montagne, des masses et des hameaux accrochés à ses flancs, elle fut prise d'un doute. De nouveaux sentiments assaillirent son cœur. Et si les hommes, ces enfants, les sachant turbulents, exigeants, malveillants, s'ils leur prenaient l'idée, découvrant ce trésor, de le convoiter tant qu'ils entreprennent encore une guerre entre frères, de nouvelles batailles sanglantes à leur manière. À l'instant de bonheur succéda de la peur et puis de la terreur. Elle saisit aussitôt des montagnes alentour, l'humus qui les couvrait, grattant, raclant la terre autour, ne laissant que la roche pour couvrir le trésor, le soustraire à la vue, travaillant jusqu'au jour. Avant de repartir vers sa vie de déesse, elle planta sur cette île une source limpide, fit pousser quelques arbres, un peu de pâturage, la peupla d'animaux, de fleurs et de ruisseaux, et elle s'enfuit enfin, comme elle était venue, laissant en lieu et place une île enchanteresse, et sur le rivage, la marque de Vénus, l'empreinte de ses fesses. C'est seulement au matin qu'enfin ils l'aperçurent. Ils étaient 7 marins, courbés sous la voilure, à serrer les anchois pêchés dans la saumure. Ils étaient 7 pêcheurs, tous pauvres comme Job, qui, pour gagner leur vie, travaillaient jour et nuit.
Le plus jeune d'entre eux, le jour, taille la pierre. Camille était son nom. Le second, quant à lui, savait forcer le fer. On l'appelait Justin Georges. Le troisième, en saison, labourait, cultivait, rentrait les fenaisons. Il s'appelait Delphine. Mathias, le quatrième, s'occupait de l'élevage, aimait la chasse, la pêche, les champignons. Auguste aimait le bois, le charpentier, à tonnelier. Ce cinquième marin sciait aussi en l'eau. Joachim connaissait tous les vents ainsi que les courants. C'était un vrai marin, c'était lui le patron. Le plus vieux, le plus sage, connaissait la nature, il soignait, conseillait. On l'appelait Eustache, on ajoutait le bon. Étonné et surpris, habitués qu'ils étaient à passer en ces lieux, de découvrir ici, à la place de rien, une île de beauté, les pêcheurs de conserve voulurent y accoster. Ils se mirent à l'explorer, et puis à l'adorer. Chacun trouvant son compte, à l'adopter à l'unanimité. Quand tous eurent construit la maison de chacun, trouvant un bel endroit où, avec sa famille, il pourrait prospérer, ils eurent à nommer ce nouvel arbre de paix et de sérénité. Et ce fut Île Petite. Passe le temps, passent les jours, passent les mois, passent les ans, et passent les enfants, des enfants, des enfants de ces gens. La petite île prospérait depuis des générations. Ici, chacun travaillait pour tous et tous œuvraient pour chacun. La vie semblait bonne et les gens semblaient doux. Chacun vivait en paix, fier d'être utile à tous. Orgueilleux du labeur accompli chaque jour, heureux de partager, d'être respecté jusqu'au jour. En un pouvoir profond, plus qu'à l'accoutumée, le paysan d'alors perçut dans un sillon un éclat, l'unité. Arrêtant son ouvrage, il se mit à creuser et révéla bientôt au soleil de midi une goutte de verre azur, limpide comme le ciel d'été et d'un éclat brillant comme la mer au lever. Devant tant de beauté et de préciosité, il en fut chaviré. Il se mit à creuser, à creuser, à creuser, tant qu'il rapporta ce soir-là à sa femme 3 gouttes d'émeraude qui lui emplirent les yeux d'un éclat magnifique, doux et suave à la fois, un peu mélancolique. Ils restèrent là, tous deux, sans songer à souper, prostrés, les yeux rivés sur leur premier trésor, ne songeant qu'en l'espoir d'en découvrir encore. Ce soir-là, il laissa au champ, et pour la nuit, un grand trou béant, les outils, la charrue et le mulet aussi. Au petit matin, avant le chant du coq, il était reparti afin de profiter de toute la journée pour retourner son champ, agrandir son trésor. L'espoir le tenaillait de pouvoir le doubler, le tripler peut-être, plus encore. S'il passait la journée sans ménager l'effort, sa femme, inspirée, voulant se voir parler de ses nouveaux bijoux, s'enfuit voir à la forge, si l'on ne pouvait pas monter ces pierres-là en bague ou en collier pour embellir son cou. Le forgeron, séduit par l'éclat des joyaux, voulut bien consentir à oublier un temps l'ouvrage du moment promis au bûcheron. Cependant, en échange, il faudrait lui céder une de ces émeraudes dont il mourait d'envie. Ils marchandèrent ensemble toute l'après-midi, puis ils se quittèrent, lui promettant de fournir les parures dont elle avait envie, elle lui laissant en gage une pierre d'or. Il en fit aussitôt une bague à sa femme, qui l'ayant montrée bientôt au commère du village. Elles tinrent conciliabule auprès de leur époux. Chacun, quittant alors son labeur quotidien, s'en fut creusé partout, espérant amasser bien plus que le voisin et remplir sa maison de scintillants bijoux. Si bien qu'en peu de temps, tout le village creusait à qui mieux dans tous les coins de l'île, renversant les rochers, jetant la terre à la mer, accumulant bijoux, pierres et émeraudes qu'il trouvait en grand nombre et qu'il gardait jamais. Tant et si bien qu'enfin, l'île fut retournée, ravagée, dévastée, puis rasée. Il resta bientôt le petit paradis qu'un morceau de rocher et quelques tas épars, morceaux de pierreries sur lesquels les villageois juchaient, veillaient de jour comme de nuit, crevant de faim, de froid et de la peur d'autrui. Passe les nuits, passe le vent, il fallait bien songer pourtant à se mettre à l'abri, soi-même et son trésor. On pensait à rejoindre la côte, chacun par ses propres moyens, de peur que l'autre note une part du trésor, ou la vie même, que chacun possédait. Alors on réfléchit longtemps, mais sans succès.
jusqu'à ce qu'un jour la mer, par Vénus déchaînée, qui sait, emporta tout d'un coup, trésor, village et gens, ne laissant qu'un caillou gratté, griffé, rongé. On a continué à l'appeler ainsi longtemps, île petite, jusqu'à ce qu'à nouveau elle soit ensevelie par la digue du port, et puis décapitée plus tard par la tempête encore. Si vous ne croyez pas ces enfantillages, à l'époque à Vénus de la Marraine, questionnez les anciens sur Vénus et leurs plages. Et en vous promenant sur la digue du port, cherchez donc l'île petite. On peut la voir.